Ils ou elles font ou sont dans l'actualité, répondent à nos questions tous les jours avant 8h. C'est l'heure de l'invité actu de LCI Matin. Les violences faites aux femmes peuvent prendre plusieurs formes, violences physiques, sexuelles, psychologiques, et il n'est pas toujours facile de se défendre. On va regarder ce chiffre sur les 230 000 femmes en moyenne qui sont victimes chaque année en France de violences de la part de leur conjoint. Seuls 14% d'entre elles osent porter plainte. Bonjour, Miki Myangpaya. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Avocats, Femmes et Violences. C'est pour aider ces femmes dans leur démarche et dans les procédures qu'elles peuvent mettre en place, débuter, que vous avez publié ce guide et écrit ce guide juridique. Oui, tout à fait. Donc j'ai coécrit le guide avec Céline Marcovici. Je préside cette association depuis 1997 que j'ai cofondée. Et au cours des années, on s'est rendu compte, puisqu'on tient des permanences téléphoniques, qu'il était nécessaire justement d'écrire un livre, alors j'aime pas trop ce terme, de vulgarisation, un guide pratique. Un mode d'emploi. Voilà, pour permettre aux femmes victimes de violences de passer la porte d'un commissariat et qu'elles puissent savoir ensuite qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, quelles sont leurs méthodes et leurs moyens de se défendre. Pousser la porte d'un commissariat, c'est indispensable parce que même si ensuite il y a des choses qui vont se mettre en place, tout commence par la plainte que cette femme victime de violence va déposer. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, c'est l'essentiel et ça fait des années qu'on martèle ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile de porter plainte. C'est difficile, surtout quand c'est le père de ses enfants. Mais pour autant, pour que tous les rouages de la justice puissent se mettre en place, il faut que cette plainte suive son cours. Alors évidemment, si une femme victime de violence dépose une main courante plusieurs fois, soit parce qu'on l'a incitée à déposer une main courante, de moins en moins d'ailleurs, et je remercie d'ailleurs tous les efforts qui ont été faits en la matière depuis des années, il n'en demeure pas moins que pour autant... Ça ne sert pas à grand-chose, la main. Ça peut servir éventuellement si effectivement au bout de 6 mains courantes, une femme qui est vraiment meurtrie, le procureur peut se saisir d'office. C'est un signal d'alerte. Voilà, c'est un signal d'alerte. Et puis c'est pour ça que ce guide aussi a été écrit, c'est parce que ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde pour que justement on connaisse un petit peu le mode d'emploi. Je vois l'actualité a été marquante. On a eu donc 3 affaires différentes d'ailleurs qui ont été jugées différemment. Mais pour autant toutes ces affaires, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on martèle toujours. Mais pourquoi on se retournait, enfin l'avocat général. Ces femmes n'ont jamais porté plainte et on leur a toujours demandé pourquoi. Elles ont porté plainte et l'avocat général, par exemple la première affaire d'Alexandra Lange, justement, l'avocat général avait dit « Mais pourquoi vous n'avez pas transmis les mains courantes au parquet? Pourquoi vous, dans la salle, vous les tiers, vous les voisins, vous n'avez pas signalé ces cas de violence ?» C'est-à-dire qu'il faut informer, vous l'avez dit, les femmes, mais aussi les proches et aussi les professionnels. Vous en parlez, c'est le travail aussi que vous faites avec votre association depuis 1997, cette sensibilisation, cette formation. Il y a une formation qui est nécessaire et qui a été importante ces dernières années tout de même. Tout à fait. Il faut non seulement que les officiers de police judiciaire soient formés, et ils le sont. Il y a donc maintenant des brigades de protection de la famille qui sont mises en place au sein des commissariats. Alors, il est certain que dans le cadre des brigades de gendarmerie, c'est un peu plus compliqué quand vous résidez dans un petit village et que vous devez aller porter plainte à la gendarmerie du village parce que vous n'avez pas de moyens de locomotion. C'est un peu plus compliqué puisque d'abord vous avez un peu honte, vous avez même honte et c'est difficile de parler à quelqu'un que vous rencontrez quotidiennement. Il y a le personnel de santé aussi, c'est très important et je sais qu'il y a toute une politique gouvernementale en la matière qui a été mise en place pour que le personnel de santé puisse alerter également les pouvoirs publics et puis les magistrats également, qui est une écoute particulière. Il n'y a pas que la honte, il y a aussi la peur de ces femmes. Quand on parle de violence intrafamiliale, elles vont porter plainte et ensuite elles rentrent chez elles et elles retrouvent peut-être ce mari violent. C'est ce qui peut les retenir. Pas seulement la honte d'aller pousser la porte d'un commissariat, c'est de se dire je vais faire ça et ça va être encore pire. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a tout un chemin qui a été fait pour la protection et l'éloignement du compagnon violent. C'est, je pense, l'essentiel. Puisque si on laisse cohabiter un couple, on a vu... Voilà, ça peut arriver qu'ensuite il y ait un drame familial, assassinat, meurtre, ou comme on l'a vu, une femme qui va se défendre et qui se retrouve sur le banc des accusés.
Donc il faut organiser cette décohabitation et nous organisons dans le cadre de ce guide justement, nous expliquons les articles du code pénal qui permettent justement l'éloignement du domicile du compagnon violent. Mais qui peut être immédiat, c'est-à-dire dès le dépôt de plainte. Des mesures d'urgence, oui, cette femme qui va aller porter plainte, elle peut dire je viens porter plainte, mais je ne veux pas rentrer chez moi. Est-ce qu'on peut tout de suite lui dire oui madame ou non madame, vous n'allez pas rentrer chez vous, soyez rassurée? En tout cas, moi je lui conseille de ne pas rentrer chez elle si elle a la possibilité de se faire héberger ailleurs le temps que tout se mette en place. Par ailleurs, il y a des associations qui hébergent les femmes victimes de violences, mais également, s'il y a vraiment une violence avérée, il appartient à l'officier de police judiciaire de convoquer le compagnon violent et de lui interdire, dans l'attente, d'approcher le domicile familial. Alors c'est un guide qui est très concret, vous dites que vous expliquez certains articles, mais aussi vous définissez ce que sont ces violences. Alors par exemple les violences physiques, ce qui paraît le plus évident, les agressions sexuelles, le harcèlement psychologique, les interruptions forcées de grossesse ou encore les mariages forcés. Tout ça, ce sont des infractions qui sont punies par la loi et on peut se défendre. Tout à fait. C'est important de le dire et de les définir. Oui, tout à fait, tout à fait. On a rappelé en fait toutes les infractions qui puissent être vraiment punissables et qui d'ailleurs notamment l'interruption, la tentative d'interruption forcée de grossesse, c'est récent puisque ça date de 2014. Hein. Avant il fallait vraiment qu'il y ait un acte qui soit mené à terme. Il y a plein d'articles, même du Code civil, qui protègent les femmes victimes de harcèlement dans le cas d'un couple. Votre travail de sensibilisation, il a commencé en 97, vous l'avez dit. Les pouvoirs publics ne semblent se saisir de ces questions ou ne s'en être saisis que depuis les années 90, puisque vous expliquez par exemple que le fait d'être le conjoint n'est plus une excuse, ce qui était le cas avant, mais une circonstance aggravante. Ça date que de 1992. Tout à fait. 1992, donc ça a été le premier pas justement sur le fait que quel que soit le taux d'incapacité de recevoir des violences physiques, alors à l'époque, les violences psychologiques n'étaient pas définies, mais pour autant font partie effectivement des cas de violence. Donc quel que soit le taux d'incapacité, c'est un délit. Ensuite, il y a eu vraiment une avancée dans le cadre de la loi de 2006. Le viol entre époux a été reconnu, puisque c'est en 1992 que la Cour de cassation avait reconnu judiciairement le viol entre époux. Maintenant, c'est défini pénalement. Et depuis 2014, d'ailleurs, l'acte de consentement n'est pas présumé. Et tout cela, c'est très bien expliqué dans ce petit guide très concret, très pédagogique, donc pour comprendre comment mieux se défendre de ces violences conjugales. Vous donnez aussi les coordonnées des associations, des institutions qui peuvent aider ces femmes. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Donc, guide juridique des femmes victimes de violences chez Alma Éditeur. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup et nous on se retrouve dans un instant pour le journal de 8h. À tout de suite.